C'est que je ne dois pas forcément trouver une solution, mais en tout cas une réponse. Et la réponse, c'est de dire je ne sais pas. Et on va chercher, et on va être aidé par des confrères spécialistes, on va être aidé par des examens complémentaires. Donc non, ça j'ai appris à gérer le fait que je n'avais pas forcément la bonne réponse, mais en tout cas pas la bonne solution, mais que j'avais une réponse à apporter, et que la réponse pouvait prendre plusieurs consultations. Donc j'ai appris surtout à être beaucoup plus posé et calme. Ce qui me met en colère, c'est que je n'arrive plus à progresser en termes de qualité, et on ne fait que baisser. Et on baisse parce que on n'a pas ce qu'il faut, on n'a plus les outils en fin de compte Ouais. qu'il faut qu'on fasse. Et ça, c'est dommage. Ouais. Donc je suis un peu moqueur, j'en veux à personne, si ce n'est que peut-être nous ne sommes pas assez écoutés. Bonjour et bienvenue dans Médecin au micro. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de la médecine générale, qui est une spécialité que beaucoup d'entre nous choisiront après nos EDN. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler ici. Je reçois pour ça le docteur Alain Lavru qui exerce à Venette. Alors Venette, c'est en Picardie, dans l'Oise. Donc c'était mon médecin traitant quand j'étais plus jeune et j'ai toujours adoré sa façon d'exercer, sa façon d'être avec ses patients. C'est quelqu'un qui a toujours la bonne humeur, qui est toujours super drôle. Et franchement, c'était un plaisir pour moi d'aller chez le docteur quand j'étais petite. Donc c'était important pour moi de recueillir son témoignage. Donc je vous laisse avec lui. Déjà, je vous laisse vous présenter, comment vous appelez et qu'est-ce que c'est votre fonction. Alors, Alain Lavru, 53 ans, médecin généraliste à Venette dans l'Oise, installé depuis presque 17 ans, et j'étais longuement un médecin remplaçant dans un cabinet où j'étais en situation fixe pendant presque une dizaine d'années. Donc en gros, 25 ans d'expérience en monde libéral et plus l'internat de 2 ans, donc ça fait 27 ans d'expérience professionnelle. 27 ans. Ouais. Et comment vous décririez votre personnalité Au travail, dans la vie? dans la vie, je sais pas, exubérant, fatigant, proactif, voilà, je vois pas grand chose d'autre. J'essaye d'être sérieux dans mon métier sans le paraître, donc voilà, ne pas être sérieux tout en travaillant sérieusement. C'est quelque chose que j'ai toujours vu. Et c'est comment être de bonne humeur comme ça tout le temps? C'est dans votre personnalité? Ou vous l'avez... Globalement, oui, surtout en début de journée. Ouais. J'ai un peu moins la foi en fin de journée. Ouais. Et comment vous arrivez en médecine et comment en médecine générale plus précisément? Alors, en médecine par hasard, je donne quelle version? Celle qui est politiquement correcte. Initialement pour draguer les infirmières. Ah oui, Voilà. Sinon, non, plus sérieusement, j'ai fait médecine par élimination des autres matières, en fin de compte. Je voulais pas faire de matière fondamentale, je voulais pas faire de langue, pas de commerce. Donc ça réduisait vachement le champ. Donc j'ai dit, je vais essayer médecine. Voilà, je vais essayer, pourquoi pas. Et j'ai failli ne pas faire médecine, parce que pendant mon cursus, en fin de première année, je suis d'une génération où nous avions le droit de redoubler la première année. J'étais pas très investi en fin de compte pendant la première année dans mes études et j'ai fait un travail l'été, j'étais commis aux emprunts d'État et aux obligations de trésorerie à la Bourse de Paris et il y avait une opportunité pour être engagé comme commis et devenir trader éventuellement après, même sans formation, ils me formaient eux-mêmes et je ne l'ai pas fait car je n'avais pas fait mon service national. Et ça c'était un handicap car ils avaient besoin de moi maintenant tout de suite. Et de partir un an au milieu de cette formation ne m'aurait pas garanti le maintien de ma place, donc j'ai continué médecine. Waouh, Ça tient un peu de choses. ça tient un peu de choses. Et donc, est-ce que vous avez fait des DU ou des spécialités? Je sais pas comment Non, ça se passait. je fais des petites formations, j'ai pas fait de certification autre. Je me forme régulièrement, mais en parfaite autonomie avec essentiellement des revues. Mais je n'ai pas fait de DU supplémentaire. J'ai cru à un moment faire des choses comme de la mésothérapie ou des choses comme ça, qui étaient intéressantes, mais comme il y avait assez de mésothérapeutes sur le secteur, je dis que c'était pas la peine de prendre autant de temps de former pour aussi peu d'utilité auprès de ma patientèle, parce que j'ai pas besoin d'en faire beaucoup. C'est quoi de la... La mésothérapie, c'est l'injection sous-cutanée de différents traitements injectables, essentiellement des anesthésiants, des anti-inflammatoires, des antidémateux, afin de soulager des pathologies essentiellement inflammatoires, comme des tendinites chroniques. Alors, il y a plein d'indications, là je fais un résumé, plein d'indications, et c'est vrai que c'est une arme thérapeutique qui peut être intéressante quand d'autres choses ne fonctionnent pas, chez des gens qui ont beaucoup d'intolérances médicamenteuses. Donc je fais appel à des mésothérapeutes sur le secteur. J'ai 2-3 correspondants à qui j'envoie de temps en temps des patients. Alors ça marche plus ou moins bien, mais des fois ça me donne vraiment une belle alternative et ça permet de soulager des patients que je n'arrive pas à soulager moi-même. Et donc au début vous faites du remplacement une fois que vous devenez médecin? Voilà, j'étais donc dans le cursus, on est médecin à partir de la 6e année. J'ai donc fait un internat de médecine générale.
Alors, j'ai un cursus qui correspond à un cursus de l'ancien millénaire, à savoir que donc, quand on faisait médecine générale, on avait un cursus ensuite d'internat de médecine générale qui était essentiellement hospitalier, donc qui ne rend pas bien compte de ce qu'est l'activité de la médecine de ville, puisqu'on faisait que 30 demi-journées de stage chez un médecin pendant tout l'internat, ce qui était vraiment très ridicule. Donc fatalement, on n'a pas le temps de connaître les patients, pas le temps vraiment de s'investir, donc pas intéressant du tout ce stage-là. Mais par contre, je m'étais rendu compte que j'avais envie de voir un peu toucher la ville avant de prendre des options pour ma vie professionnelle. Ce qui fait que pendant mon internat, j'ai fait une demande qu'on appelle ça, de disponibilité, afin pendant 6 mois de travailler en ville. Et j'ai commencé, comme à l'époque il y avait la grève contre le projet Juppé et contre la réforme, j'ai pas tellement eu le temps de me chercher des postes en ville, ce qui fait que je me suis retrouvé un peu du jour au lendemain sans boulot, c'est-à-dire sans être interne ni vraiment avoir de remplacement pendant le mois de mai et le mois de juin, parce qu'avant, c'est là aussi que je parle du millénaire dernier, hein, un remplaçant ne trouvait pas forcément très facilement des remplacements. Il trouvait énormément pendant les vacances scolaires, mais c'était un petit peu la disette entre les deux. Et donc, j'avais accepté de faire des gardes, et je me suis mis à partir beaucoup en province. Et là, je me suis mis à faire vraiment de la médecine de ville, et même de campagne, pendant 6 mois, d'une manière très intense, en fin de compte. J'ai travaillé dans le Loiret, j'ai travaillé dans le Morbihan, j'ai travaillé dans le Loir-et-Cher, j'ai travaillé dans l'Oise déjà à l'époque, et un peu en région parisienne, et là, j'ai vraiment fait de la médecine générale de ville. Et qu'est-ce qui vous a plu là-bas dans la variété des pathologies. Alors à l'époque, en tant que remplaçant qui bougeait beaucoup, je faisais pas encore de suivi, et ça aussi ça m'a beaucoup plu, mais ça je l'ai découvert plus tard. Mais sinon c'était la variété des patients de tout âge, et qui venaient pour des choses très variées. C'est-à-dire que je pouvais très bien avoir un syndrome dépressif, ensuite un suivi de cancer, ensuite diabète, ensuite une angine, ensuite une pneumonie, et hop, on repassait ensuite sur simplement un suivi et de la prévention du dépistage. Donc c'était la variété des thèmes et des personnes qui m'ont beaucoup intéressé. Ouais. Et ça c'est pas, il n'y a pas une appréhension des fois aussi à devoir avoir un champ très très large de connaissances au final Non, c'est-à-dire que, comme j'expliquais, parce que j'étais maître de stage à mes jeunes stagiaires, c'est que je ne dois pas forcément trouver une solution, mais en tout cas une réponse. Et la réponse, c'est de dire je ne sais pas. Et on va chercher, et on va être aidé par des confrères spécialistes, on va être aidé par des examens complémentaires. Donc non, ça j'ai appris à gérer le fait que je n'avais pas forcément la bonne réponse, mais en tout cas pas la bonne solution, mais que j'avais une réponse à apporter, et que la réponse pouvait prendre plusieurs consultations. Donc j'ai appris surtout à être beaucoup plus posé et calme. Parce qu'au début, c'était pas... On ne nous apprend pas ça, on a l'impression qu'on a toute puissance, qu'on a la connaissance et que nous sommes capables de trouver des solutions à tout problème, à chaque consultation, ce qui est loin d'être le cas en fin de compte. Et plus les gens avancent dans leur âge et dans leur pathologie, plus on a besoin soit d'examens complémentaires, soit de correspondants spécialistes pour nous aider à dépatouiller tout ça. Donc voilà, c'est ce que m'a appris en tout cas le suivi des personnes chroniques et plus âgées. Et donc vous avez quitté l'hôpital, enfin... L'internat, c'était très hospitalier, etc. Oui. Et là, vous arrivez en disponibilité, puis après, en remplacement et Voilà. en s'installant. C'est pas bizarre, du coup, de passer du travail très d'équipe, de travail où il y a les infirmiers, les autres médecins, à un cabinet seul? Alors, je me suis jamais vraiment senti seul. Alors déjà, à l'hôpital, même si on a une équipe autour de nous, on réfléchit quand même beaucoup seul. Quand j'étais hospitalier, même si les internes s'occupaient essentiellement des gens hospitalisés, j'avais plaisir de suivre mes praticiens hospitaliers en consultation. Donc de découvrir ce que c'est qu'une consultation. Là aussi, ce qui est très bizarre, c'est qu'à l'époque, dans la formation d'un médecin généraliste, on ne faisait que du monde hospitalier et que de la spécialité et que de l'hospitalisation, alors qu'en fin de compte, il y a aussi beaucoup de consultations à l'hôpital. Et donc, moi, j'allais de temps en temps accompagner mes confrères en consultation pour découvrir ce rythme, cette relation qui est différente, cette prise en charge qui est radicalement différente, où il faut prévoir en se disant, on n'aura pas les gens sous la main, parce que j'ai un petit problème sur un ECG, etc. Et ils ont souvent la gentillesse et la diligence de me répondre assez rapidement. On a également maintenant Internet sécurisé, donc on envoie les documents rapidement aux confrères. Donc, même si on pratique seul, nous ne sommes pas seuls en fin de compte. C'est toujours un travail d'équipe, dispatché dans différents cabinets, mais ça reste un travail d'équipe. D'accord. Donc cette transition, elle a été... Je me suis jamais... Vous n'êtes même pas... Ouais, c'était un peu inconscient, quoi. Oui, c'est quelque chose... Et une fois plus, à l'hôpital, c'est pas parce qu'on a des gens à côté qu'on fait appel à eux toutes les minutes, quoi. Donc, oui, donc au final, oui, ça change de rythme. On voit quand même des patients globalement moins lourds en consultation de ville. Bon, on a les mêmes patients, mais c'est une question de concentration. C'est que quand ils vont à l'hôpital de manière plus régulière, c'est qu'ils ont des problèmes souvent plus lourds, plus compliqués, qui nécessitent soit plus d'examens, soit des traitements plus lourds. Bon, si on les voit aussi, mais ils sont plus dilués dans notre patientèle. Donc voilà, mais je me suis jamais senti vraiment seul.
Donc vous avez fini votre internat, vous devenez médecin, et Voilà. vous commencez les remplacements du coup? Alors j'ai fait d'abord des remplacements, j'ai fait un peu mon tour de France des remplacements, Ouais. jusqu'au jour où j'allais être père de famille, donc je me dis que c'était un peu compliqué de partir en province comme ça, 15 jours, Mm. 2 fois 15 jours par mois. Et j'ai trouvé un remplacement régulier dans un cabinet, où ils étaient 3 associés, et je travaillais dans ce cabinet très régulièrement, c'est-à-dire qu'en dehors de les vacances qu'ils se prenaient, je travaillais minimum 3 jours par semaine, puis 3 jours et demi, puis 4 jours, puis 4 jours et demi par semaine. Et donc ça, plus le service de garde libéral dans lequel je pratiquais également, je travaillais entre 4 jours et 7 jours par semaine, avec parfois 2 3 nuits par semaine en plus. Avec un futur bébé. Voilà, je dors très peu. D'accord. Et ça allait, l'équilibre? Ça a été. Ça a été. Oui, oui, ça a été. J'avais déjà des problèmes de sommeil avant, donc ça n'a pas amélioré ma situation. Mais j'aimais beaucoup les gardes de nuit. Alors très clairement, les gardes de week-end étaient très intéressantes parce que très lucratives. Mais j'adorais faire les gardes de nuit parce que là, on était pour le coup vraiment complètement seul. Bah, il faut imaginer qu'une garde de nuit représentait 13 heures sur 24 en semaine. Quand vous remplacez, quand vous travaillez sur un secteur qui représente 25 médecins, et ben, les problèmes se diluent sur 25 médecins 11 heures par jour et se concentrent sur un seul médecin de nuit, 13 heures la nuit. Mm. Et donc, ben, on voit plus d'insuffisance cardiaque, plus de douleurs thoraciques, plus de décompensation asthmatique. Voilà, on fait un peu plus d'organique. On voit aussi des gens qui pètent des câbles, hein. On voit des gros syndromes anxieux également la nuit. Mais c'est vrai que c'était une médecine qui me plaisait bien, de voir plus de choses graves. À l'époque, il m'arrivait de poser parfois, pas très souvent, mais de poser une perf en attendant que le SAMU arrive, de voir un infarctus en premier, voilà. Donc c'était une autre médecine très intéressante que j'aimais bien faire. Je suis très content d'avoir arrêté, mais parce que c'était fatigant, Mm. mais j'ai plus l'âge de ça maintenant. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai Mm. fait ça pendant 11 ans. J'ai fait 1100 gardes en 11 ans, ça fait donc une moyenne de 100 gardes par an. Ah oui. Ouais. Donc vous aimiez bien ça. J'aimais bien ça. Et à quel moment vous décidez de vous installer dans... Enfin, ça dure combien de temps cette période un peu de... Alors les remplacements ont duré, faudrait dire à la louche, je dirais 9 ans. Après quoi, en fin de compte, ben, il y avait des options à prendre par rapport à ma vie professionnelle parce que j'étais quand même à 55 km de mon lieu d'habitation. J'avais une fille et en l'occurrence, j'étais père célibataire. Mm. Donc je devais être un peu plus présent et d'être à autant de distance c'était compliqué. Et l'autre chose également, c'est quand vous êtes remplaçant même régulier, vous n'êtes pas propriétaire de l'outil de travail et si des choses vous déplaisent, ben, vous devez faire avec. En étant installé, ça présente l'avantage d'être maître de l'outil de travail, de pouvoir investir dans le matériel différemment, que ce soit les outils informatiques, l'appareil ECG, un autre mode d'organisation. Donc c'était ça qui me plaisait bien également. Donc à un moment, moi, j'étais arrivé un petit peu au bout de ce que je pouvais faire, même si j'étais très attaché à mes patients et que je m'entendais bien avec mes confrères. Ben, il a fallu prendre une décision. Donc il y avait donc le côté familial bien sûr, mais le côté aussi organisation professionnelle, de se dire ben, maintenant j'ai envie d'évoluer vers quelque chose d'autre. Donc les feux sont passés au vert. Ça a pris du temps parce que j'ai décidé de faire une création et dans un cabinet qui devait être aux normes, et je voulais quelque chose qui soit confortable. Et donc bah, j'ai fait construire le cabinet et il y a eu plein d'aléas au niveau de la construction Mm. qui fait qu'au lieu de tout faire en un an, ça a pris 2 ans. Ouais. Donc entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où ça a été effectif, il s'est passé exactement 25 mois. Donc Donc 2 ans. tout ça, là où on est, c'était votre projet en C'était mon fait. projet. Ok. Voilà. Et donc là, on a un médecin qui s'installe. Oui. Comment ça se passe? Donc ça n'existe pas Doctolib, c'est... Ah non, 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 non. Bah, on demande un petit peu. Alors, je faisais parfois des gardes à Compiègne, puis ben, comme j'habitais déjà sur la région de Compiègne, je croisais parfois des confrères bah, à l'école quand on dépose les enfants. Mhm. Donc j'avais parlé un petit peu avec eux de comment ils faisaient. Bah, je les avais abordés, quoi, ceux qui étaient les plus proches de Venette, donc essentiellement les confrères de Margny, si ça les dérangeait pas que je vienne sur Venette. Alors j'étais super content en disant écoute, on manque de médecins sur le secteur, en plus on te connaît, on préfère travailler avec des gens qu'on connaît, qu'on aime bien, que des gens qu'on ne connaît pas, donc j'étais plutôt content. Comme quoi, même quand on est dans la même spécialité, on peut travailler ensemble, parce qu'il arrive qu'on se renvoie des patients quand on a des problèmes ponctuels. Hein. Une fois, mon associé a été blessé, il a fallu annuler ses consultations. J'ai récupéré une partie de ses consultations dans la journée, mais j'ai pas pu tout faire. Ben, on a appelé les copains du secteur en disant voilà, est-ce que ça vous dérange pas de voir que les urgences Mhm. que j'arrive pas à assumer aujourd'hui et après les autres, je les verrai demain et après-demain, on va étaler le moins urgent sur 2 3 jours. Et ils ont répondu présent. Et l'inverse est déjà arrivé aussi, qu'ils s'absentent ponctuellement un samedi, qu'ils soient fermés et que nous garantissions leurs urgences, qu'ils ne pouvaient pas attendre le lundi. Donc bref, voilà, c'est comme ça, je leur ai demandé quel logiciel ils utilisaient. Bon, moi j'avais déjà un peu d'expérience par le cabinet où je travaillais dans le Val d'Oise. Je leur demandais comment ils faisaient pour les rendez-vous, et puis après
on teste, on prend rendez-vous avec les prestataires. En l'occurrence, nous, c'était une société de rendez-vous par téléphone. Et puis voilà, on essaye, et puis après, on corrige le tir. Tout ne peut pas être parfait dès le début, mais justement, on progresse, c'est ça qui rend la profession intéressante. Et j'ai beaucoup entendu parler de cette expression de dire faut éduquer sa patientèle, on a la patientèle qu'on attire. Est-ce qu'il y a un peu de ça, vous trouvez? Alors, certainement, alors je ne vais pas parler pour mes confrères, je pense qu'on a une patientèle qui nous convient et voilà, qui se met en phase avec nous. Je pense que s'ils viennent et s'ils restent autant d'années, c'est que quelque part ils y trouvent leur compte. Et si nous on les supporte, c'est qu'on y trouve aussi notre compte. On peut être d'accord qu'on ne soit pas toujours d'accord avec eux. Après, je pense que quand on est ouvert à la discussion, on trouve souvent un point d'entente. Et globalement, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Il faudrait après peut-être demander à mes patients ce qu'ils en pensent. J'espère qu'ils sortent d'ici avec une bonne expérience, j'ose espérer. Mais là, je ne peux pas parler en leur nom. Bon, en tout cas, de ce que j'ai comme retour, c'est plutôt positif. Est-ce que vous avez remarqué aussi qu'avec le temps, les gens, ils ont quand même plus d'anxiété, d'angoisse, et que du coup, la médecine générale se tourne quand même aussi beaucoup sur la psychiatrie maintenant Alors, ça a toujours été vrai pour moi. Je pense Ok. que de toute façon, l'être humain, c'est pas qu'une série d'organes. Donc, fatalement, il y a aussi un esprit au milieu de tout ça. Et que les gens ont une manière de vivre la pathologie et la santé d'une manière générale qui leur est propre. Et donc, il y a toujours un certain degré d'anxiété. À la question, est-ce que les gens sont plus anxieux maintenant qu'il y a par exemple 15 ans? Je ne sais pas. Par contre, comme nous avons des patientèles de plus en plus développées, je pense qu'on voit de plus en plus d'anxieux parce qu'ils se concentrent chez les médecins qui restent et qui monopolisent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et comme on retient que ce qui est remarquable et qui sont plus remarquables que les autres, je pense qu'on les retient. En dire qu'il y en a plus, j'ai du mal à me rendre compte. Bien sûr que pendant le Covid, on en a vu énormément. En post-Covid aussi. Là, il y a eu des périodes clés. J'ai écouté une émission dernièrement qui expliquait que juste après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, dans la semaine qui a suivi, il y a eu énormément de consultations dans les cabinets avec des gens qui étaient extrêmement anxieux. Mais étant en congé pour cette période-là, je ne l'ai pas vécu. Et à mon retour, j'ai pas eu l'impression, donc une bonne semaine après cette annonce de la dissolution, j'ai pas trouvé qu'il y avait plus d'anxiété que ça. Les gens en parlent bien sûr, mais j'ai pas trouvé plus d'anxiété. Par contre, plusieurs confrères, dont une émission de radio que j'avais écoutée, avaient fait part de cette... Bon, je les crois, ça a dû arriver que les gens étaient tellement surpris qu'ils étaient très anxieux. Mais maintenant, ce qu'il y en a plus, je ne sais pas. Comme globalement, j'ai l'impression qu'on travaille plus qu'il y a 15 ans, et dans l'eau, on voit plus d'anxiété, plus d'anxieux, et que fatalement, ça nous pèse plus. Ça, par contre, c'est vrai. En tout cas, moi, ça me pèse plus. Ça vous impacte? Ça m'impacte. Je dirais que j'ai une fois plus bien la foi en début de journée, beaucoup moins en fin de journée. Ouais. Je suis vraiment très fatigué en fin de journée. Vous travaillez vite et beaucoup aussi. 12 à 14 heures par jour. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Ça s'est empiré. Pourquoi? À cause du volume Alors, en tant que soignant, j'ai du mal à passer mon temps à refuser des soins. Je suis très mal à l'aise par rapport à ça. Je ne vais pas dire que ça ne m'arrive pas, mais je suis mal à l'aise de refuser de prendre en charge des gens. Alors, sur le secteur de Compiègne, en 8 ans, nous avons perdu 50% des médecins généralistes. La population a continué à croître progressivement, relativement lentement, mais a continué à croître. Vous faites le calcul simple. En moyenne, nous avons 2 fois plus de patients qu'il y a une quinzaine d'années. À titre personnel, je suis à peu près à 2 fois et demi la moyenne nationale à l'heure actuelle. Quand vous suivez des gens depuis des années, que vous avez déjà croisé leurs conjoints et leurs enfants, et qui sont en galère parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant, je n'arrive pas à refuser systématiquement un suivi, en sachant que parfois je n'ai pas le temps pour les voir moi-même ce jour-là, mais ça ils l'ont bien compris, parce que j'ai l'impression d'avoir un contrat assez franc avec mes patients sur ce que je peux faire et ce que je n'arrive plus à faire. Et de ce fait, on a j'avais dit à 50 ans, je ralentis un petit peu et j'ai fait plus 10% à 50 ans. Et depuis, je ne cesse de progresser en termes de volume d'activité, ce qui ne me fait pas plaisir. Maintenant, il m'arrive de refuser des soins, mais c'est vrai que j'ai peut-être tendance à en accepter un petit peu trop. Et j'ose espérer que ça ne se voit pas quand les gens me voient en consultation, mais j'ai des fins de journée difficiles. Bon, mais là, depuis maintenant quelques mois, on a la chance d'avoir des petits coups de main dans le cabinet avec des remplaçants réguliers ou avec une infirmière qui fait également une partie de la consultation, infirmière en pratique avancée, ce qui permet de me décharger un petit peu.
Mais globalement, c'est clair, hein, on est moins nombreux, donc les cas les plus chroniques, les plus lourds se concentrent sur ceux qui restent. Mhm. Donc non seulement on a plus de patients, mais plus de patients chronophages, qui nécessitent de la surveillance, du soin, de l'attention. Voilà. Donc oui, en fin de journée, je suis fatigué. Ouais. Vous avez combien de patients dans votre patientèle? Alors, exactement, je ne sais pas, mais je dois être un petit peu en dessous de 2400. Je dois être entre 2350 et 2400. Voilà. Oui. J'ai pas regardé les chiffres encore ce mois-ci. Mhm. Mhm. Et vous prenez encore des nouveaux patients À la marge. Alors là aussi, j'ai une politique qui est la même que mon associé, c'est que nous ne refusons pas des gens qui habitent le village. Ouais. On trouverait dommage, comme ça manque de médecins partout, que quelqu'un qui arrive dans le village euh, aille à des kilomètres et des kilomètres pour voir un médecin traitant. Donc si après ils veulent garder un médecin loin, c'est leur choix et on le respecte tout à fait, c'est pas du tout un problème. Par contre, refuser de manière systématique à quelqu'un... Alors, on a la chance d'être dans un village qui est assez petit aussi, hein. On n'est pas dans une ville de 15 000 habitants où on va avoir tout d'un coup 5 000 personnes à prendre en plus en charge, hein. Mais on est dans un village également où les gens bougent beaucoup, ce qui fait que ceux qui partent du village, nous les maintenons dans notre patientèle, et fatalement, il y a des nouveaux arrivants que nous Mhm. prenons. Donc je crois que c'est à peu près la limite que j'ai, et puis il m'arrive ponctuellement de prendre également des gens qui sont en galère. Moi, j'ai un patient dont on avait fait un diagnostic de cancer, qui n'est plus de médecin traitant, et qui habitait juste à la limite du village. Je ne l'ai pas refusé, hein, je l'ai pris, parce qu'il fallait coordonner les soins. Donc, il avait été refusé partout, donc je l'ai pris. Voilà, et ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, ça se passe très bien pour lui. Oui. Mais donc concrètement, quand on a son cabinet, c'est nous qui gérons les horaires d'ouverture et de Oui, consultation. oui, oui. À l'heure actuelle, pour l'instant, oui. Nous n'avons pas encore le déplaisir d'avoir des gens qui interviennent pour nous dire ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Même si c'est un petit peu le fantasme de beaucoup de personnes qui dirigent le ministère de la Santé, hein. Ils ont toujours des idées extrêmement bien faites sur comment on devrait travailler. Comme je dis toujours, ça fait maintenant 25 ans que je fais ce métier. Et en 25 ans, j'ai vu plein de ministres passer, plein de gens avec plein de bons conseils, avec plein de réformes, hein. Je ne sais pas combien de réformes de santé j'ai vécues, mais beaucoup. Et pourtant, les comptes de la Sécu ne cessent de sombrer davantage. Eux sont partis et moi, je suis toujours là. Donc voilà, je ne prétends pas avoir la solution à tous les problèmes, mais je pense qu'eux-mêmes galèrent à trouver une solution. Et c'est vrai que, par exemple, lors des municipales, il y a maintenant 3 4 ans, il y avait quelqu'un qui se présentait à Paris, à l'époque, je crois que c'était pour l'équipe de Macron, qui dans son programme avait décrété qu'il mettrait des dispensaires de santé partout à Paris, que les gens aient moins de 10 minutes ou 20 minutes à pied à faire pour avoir un médecin, et que ça serait ouvert de 7 heures à 23 heures. Voilà. Alors bien sûr, ça ne serait pas les mêmes praticiens hein, qui seraient ouverts mais voilà, quoi, je trouve ça assez fabuleux qu'on arrive maintenant à ce genre de situation où il faut avoir des plages d'ouverture complètement dingues, avec tout ce que cela comporte de difficultés pour s'organiser dans la vie privée. N'oublions pas que nous avons une profession extrêmement féminine maintenant, et que ça justifie aussi, quand on rentre à 23 heures, de ne pas s'occuper de ses enfants, quoi. Je crois que voilà, je trouve toujours très difficile qu'on nous vende qu'il faille être plus présent pour notre famille, et qu'à côté on nous mette des dispositions qui nous rendent moins disponibles. Mhm. Donc voilà. Mais sinon oui, pour l'instant, nous restons maîtres de nos horaires, de notre travail, dans une certaine limite. Ouais. Donc oui, la limite, c'est vos patients à qui vous avez du mal Oui, à ah, mais il dire m'arrive quand même non. régulièrement de dire stop, hein. Eux vous diront certainement trop souvent, et moi je dirais pas assez souvent. Mhm. Mhm, oui, j'imagine. Parce que finalement, c'est vous qui décidez de dire jeudi, je travaille pas, Voilà, à 18 h je coupe tout à fait. et pourquoi vous faites pas ça? C'est compliqué aussi quand on a un engagement moral envers un patient, de le suivre dans les meilleures manières possibles, de restreindre. Si demain je finis à 18 heures, très clairement, je baisse mon activité de 25 ou 30%. Euh, les actes, je ne m'amuse pas à les multiplier. Si jamais j'ai autant de patients à voir, c'est parce qu'ils demandent à être vus, et c'est qu'ils ont des problèmes de santé, parce qu'ils ne viennent pas me voir pour le plaisir non plus, ni pour Mhm. le plaisir de discuter avec moi, hein. J'ai pas l'impression qu'on soit salon de discussion ici. C'est que il y a des besoins de soins. D'ailleurs, quand on regarde mon relevé d'activité, j'ai un nombre de consultations qui est en moyenne. Alors après, il faut toujours prendre des pincettes avec les chiffres, hein, mais ça donne j'ai en moyenne 20% de plus de nombre d'actes par an que mes confrères de la région, mais j'ai grosso modo un petit 5 ou 10% de moins de nombre de consultations par patient. Donc je les vois quand même moins souvent Mhm. que la moyenne. Alors une fois de plus, il faut prendre ça avec des pincettes, parce qu'après, il faudrait regarder par tranche d'âge, etc. Ça serait beaucoup plus intéressant. Parce que fatalement, heureusement pour nous, les gens jeunes comme vous, je les vois rarement. Ce qui est signe de bonne santé. C'est vrai, il vaut mieux ça. Mais ouais, donc du coup, votre emploi du temps, vous le managez en fait entre ces deux choses-là, c'est la morale que vous avez, la conscience Hmm. professionnelle et
Oui, la liberté que vous avez, mais... Et puis, je pense que d'une manière générale, c'est très dur de se programmer une vraie journée. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, bah, aujourd'hui, ça va être calme. J'ai décidé d'arrêter à 19h. Et donc, on a une journée où tout est fait pour qu'on finisse à 19h, mais bon, ben, on peut avoir une suture à faire, et puis en fin de compte, il y a quelqu'un qui venait pour un renouvellement, on lui trouve une arythmie cardiaque, hop, un petit ECG, ben, on se prend un quart d'heure dans les dents, et puis on voit quelqu'un qui vient pour juste un vaccin, et bingo, il s'écroule pendant la consultation parce qu'il fait un malaise, ou parce qu'il nous annonce une très mauvaise nouvelle et il craque complètement. Donc, il est pas rare que ça dérape aussi, parce que rien ne se passe comme prévu. Ce qui est à la fois emmerdant pour mes horaires et extrêmement passionnant. Oui, c'est vrai. Donc voilà, quand quelqu'un arrive et qu'il il s'écroule devant moi, qu'est-ce que je fais? Je lui dis reprenez rendez-vous dans 3 semaines. Bah non, on prend le patient, on prend le temps, et puis voilà, et on déborde. Et en règle générale, ça ne râle pas en salle d'attente. Ça va. Oui, je pense que ça aussi, vous avez bien mis les choses au clair avec vos patients que... Ah bah, je ne travaille pas qu'une heure là, je travaille avec des patients, je travaille sur du matériel humain, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Et il y a des jours où ça se passe très bien. Il y a des jours où ça se passe, ça devient de plus en plus rare, hein. Mais il y a des jours où tout se passe presque comme prévu. Pas de mauvaise surprise, pas de prise de sang alarmante qui arrive entre deux, qu'on va devoir convoquer le patient en urgence, pas 50 coups de fil de choses à régler. Il y a des jours où ça se passe bien. Je cherche la dernière journée que ça s'est bien passé, je vais la trouver. Mais je suis sûr qu'il y en a au moins une depuis le début 2024. Ouais. Et nous sommes en mois de juillet. Non, mais globalement, ça va. Ça va. Vous parliez du suivi tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce... Parce qu'il y a des gens qui sont très dans l'aigu, qui aiment beaucoup s'occuper du problème très, très présent et laisser les autres gérer ce suivi-là. Ben, c'est intéressant de voir l'évolution d'une pathologie qui n'était pas forcément d'un bon pronostic, d'aller beaucoup mieux. C'est intéressant quand on a une série de symptômes, de gènes, de doléances de la part du patient qu'on ne comprend pas, et au fur et à mesure on avance et on arrive à avoir un diagnostic, une vraie réponse et donc une vraie solution à lui apporter. Voilà, c'est ça qui est vachement bien. Des fois de se dire, ah purée, mais l'autre fois je me prends la tête sur tel dossier, mais 6 mois après on a enfin la réponse, on a enfin compris ce qui s'est passé. Donc c'est passionnant. J'ai une anecdote à raconter. J'ai un de mes tout premiers patients que j'ai eu ici au cabinet en m'installant, qui était venu juste parce qu'il avait mal au dos. Et donc je l'examine le dos bien sûr, mais j'en profite pour l'examiner sur le plan cardiaque et je trouve une arythmie cardiaque. Donc il est venu pour un mal de dos, il repart avec un pacemaker. Donc voilà. Et un jour je le vois en consultation, c'était à peu près il y a 1 an. Et parce qu'entre-temps, il a fait plein de choses. Il a fait un cancer, il a fait d'autres complications, des problèmes de côlon. Il a fait donc voilà un homme qui a eu des différents problèmes. Et ce jour-là, je le rappellerai toujours. Je le regarde, et je fais mais dites donc, vous avez 80 ans et tout va super bien. Mais vraiment très satisfait de me dire mais voilà. Et il me dit ouais j'ai plus qu'à me faire opérer de la cataracte et après tout est parfait. Et c'était vraiment une très grande satisfaction de dire qu'en 15 ans on avait traversé, surtout lui, plusieurs problèmes de santé majeurs et que ma foi à 80 ans il allait super bien. Il était content et c'est vrai qu'en plus physiquement il ne le faisait pas ces 80 ans, hein. Il faisait beaucoup moins, il avait maintenu une activité physique, intellectuelle, pas vraiment, et c'était une grande satisfaction de dire que voilà on avait traversé ensemble un bout de chemin de 15 ans de problèmes médicaux et que ma foi il s'en sortait bien. C'est vraiment très touchant. Ouais, c'est vous au niveau de l'empathique, vous vivez un peu aussi des histoires de vos patients, ouais, on vit beaucoup par procuration. Majeurs, ouais, oui, du coup. On vit beaucoup de choses par procuration avec nos patients, on apprend plein de choses grâce à eux, ils nous apprennent des choses. Ouais. C'est très humain en fait. Ah on est complètement dedans, complètement dedans. Hein. Si on traite que le corps sans traiter la tête, on n'aura même pas 50% du résultat. Moi je me rappelle d'une patiente qui avait fait malheureusement un infarctus assez important et qui allait vraiment très bien sur le plan physique, une prise en charge de très grande qualité, la rééducation comme il fallait, tout était nickel. Mais elle vivait dans l'angoisse permanente que ça puisse recommencer. Elle avait connu un vrai traumatisme. Et je vais la faire courte, mais après plusieurs consultations de négociation, elle a accepté un suivi psychologique, parce qu'elle vivait dans la terreur permanente, elle ne vivait plus, elle survivait en fin de compte, elle survivait complètement. Et cette patiente a fini par accepter d'être suivie par une psychologue, et maintenant elle a une vie strictement normale. D'ailleurs, on se voit beaucoup moins souvent maintenant pour ses problèmes cardiaques, et voilà, elle a repris une vie. Ben voilà, typiquement la patiente qui avait extrêmement bien été prise en charge par les collègues cardiologues, très bonne rééducation de suivi, et de rééducation suivie, mais qui n'avait pas été remise de son traumatisme. Il a fallu faire un travail complémentaire. Ben voilà, c'est aussi ça, à la médecine. Ouais. Et du coup, par rapport à on avait parlé un petit peu, tout ce qui était administratif, tout ce qui était le temps qu'on vous donne pour
passer du temps avec vos patients. Comment ça, vous le vivez, vous, qui est... Pas qu'on nous donne, qu'on nous demande. Ouais. Parce que, alors, l'administratif, il y a toujours un travail administratif avec les dossiers médicaux, ne serait-ce que les renseigner, ne serait-ce que lire les comptes rendus, ne serait-ce que voilà, les comptes rendus d'hospitalisation, d'examen, que sais-je encore. Donc, qui est ce travail-là, c'est tout à fait normal. Ensuite, je suis une société, donc il y a un travail administratif purement fiscal, social, qui est strictement normal également. Moi, ce qui me peine, c'est tout ce qu'on nous demande en plus et qui ne sert à rien, si ce n'est de donner l'impression aux gens qui sont dans les bureaux qu'ils ont un contrôle sur notre activité. Nous sommes extrêmement contrôlés car nous sommes dépendants d'un budget extrêmement important au niveau public. Et, donc, il y a un contrôle qui soit réalisé, ça ne m'empêche pas de dormir, sauf que le contrôle ne doit pas être si rentable que ça ou doit leur coûter très cher. Donc, on nous pousse de plus en plus à faire de l'autocontrôle, être les propres acteurs de notre contrôle et à leur donner et à dépenser beaucoup de temps pour leur donner les éléments dont ils ont besoin. Et ça me peine parce que ça ne sert pas à grand chose, que j'y perds beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je peux raconter des tonnes d'anecdotes sur les contrôles que j'ai. Je suis contrôlé régulièrement sur mes arrêts de travail longue durée. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir que les contrôleurs qui sont dans les médecins conseils ne connaissent pas les patients, ne les ont jamais vus, ne les ont jamais examinés. Ils les ont eu au téléphone, donc je ne savais pas qu'on pouvait faire de la médecine d'évaluation par téléphone. Je découvre ça, et donc à mon ton, on se rend bien compte que je ne suis pas très content du résultat. Et mon dernier contrôle que j'ai eu pour ces arrêts longue durée, on m'a interpellé pour 3 patients, dont 2 dont je ne suis pas le rédacteur des arrêts de travail. Donc je trouve que pourtant c'est bien la Sécu qui paye les arrêts de travail, donc ils savent qui sont les prescripteurs, mais au motif que je suis le médecin traitant, il faut qu'on me dérange pour ça. Non, ça me fatigue énormément, c'est une perte de temps énorme, d'énergie, et puis je crois que si on veut contrôler mon travail, ce qui une fois de plus c'est tout à fait normal, il n'existe pas d'assurance qui ne contrôle pas ce qui se passe, et l'assurance maladie reste une assurance, et les arrêts de travail coûtent très cher, donc ça ne m'empêche pas de dormir, mais que ce contrôle soit fait correctement et qu'on arrête de me prendre du temps pour des choses qui ne m'intéressent pas beaucoup et qui n'apportent absolument rien. Voilà. Mais on sent bien qu'ils sont tous au bout d'un système, on sent bien qu'ils sont fatigués. Mais le nombre de fois où je suis interpellé pour des choses dont je ne suis pas l'auteur ou sinon des choses alors qu'ils n'ont pas évalué le patient eux-mêmes, moi j'aime bien confronter mon avis à un confrère. C'est bien, c'est intéressant. Mais là, quand ils n'ont pas examiné les patients et que c'est que sur les dossiers et que sur les données administratives, c'est pauvre. Hein. En gros, on fait du chiffre. On va interpeller parce que ça fait longtemps qu'il est arrêté. Mais pourquoi? Comment? Et malheureusement, les arrêts de travail se prolongent énormément maintenant parce que nous manquons de correspondants. Maintenant, dès qu'on veut faire une infiltration, c'est des mois d'attente. Ne serait-ce que pour avoir un scanner, c'est la croix et la bannière. C'est entre 3 et 5 semaines d'attente. Et encore, les gens parfois font 20, 25, 30, 40 km pour faire ce scanner. Ça devient très très compliqué. Là, actuellement, juste pour une idée, pour les mammographies de dépistage, sur le secteur, nous sommes à 7 mois d'attente. 7 mois d'attente. Oui. Voilà où on en est, quoi. Il y a eu 2 cabinets de radiologie qui ont fermé, dont un qui avait 2 sites sur Compiègne. L'hôpital n'en prend plus. Tout repose plus que sur un seul cabinet maintenant de radiologie. 7 mois d'attente. Voilà où on en est. Alors, heureusement, parce que là, c'est du dépistage, mais heureusement que pour les cas critiques, quand on fait une ordonnance entre deux, ils ont la gentillesse de les prendre assez rapidement. Mais qui dit que justement, ces délais d'attente de 7 mois ne font pas une perte de chance, qu'on n'aura pas pu diagnostiquer quelque chose? Si on a décidé de faire des dépistages tous les 2 ans, c'est pas pour les faire tous les 3 ans. Hein. Donc, c'est qu'il y a une raison à cela. Et malheureusement, voilà, on arrive depuis quelques années, vraiment à un vrai déficit de qualité. C'est-à-dire que moi, ce qui me met en colère, c'est que je n'arrive plus à progresser en termes de qualité et on ne fait que baisser. Et on baisse parce que on n'a pas ce qu'il faut, on n'a plus les outils, en fin de compte, qu'il faut qu'on fasse. Et ça, c'est dommage. Ouais. Donc on manque déjà de généralistes, et puis après, nous, on manque de correspondants pour avoir des délais honorables de prise en charge pour nous aider à avancer dans les dossiers. Et ça prolonge non seulement les prises en charge, mais également les arrêts de travail. Et c'est dommage, car c'est perdant pour tout le monde. Il ne faut pas croire qu'un patient arrêté soit un patient heureux. Ça, il faut retirer cette norme qui nous est assénée par les politiques et par leur groupe médiatique qu'on appelle la télévision. C'est faux. La réalité, c'est qu'une très 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 large majorité des gens arrêtés ne sont pas heureux et préfèrent être au travail qu'être malade. On nous prend une exception et on en tire une règle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et du coup, quand vous êtes avec vos journées à rallonge, c'est si vous décidez de faire moins, vous gagnez moins? Oui. Ou c'est en compactant plus
consultation. Ah, en travaillant plus vite? C'est ça la question? Ouais. Ça va être compliqué de travailler Bah plus oui, vite. oui, je sais. Il faut plus dire bonjour, plus au revoir, plus prendre de nouvelles. Il faut plus expliquer les ordonnances. Oh, ça va être très Mm. compliqué. Je vois pas, hein, je vois pas. Ne plus examiner les patients peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, bonne réflexion. Non. C'est 15 minutes aujourd'hui, Alors, c'est la 15 minutes moyenne, normalement. normalement, oui. Et vu mes retards, je pense que je les dépasse allègrement. Mhm. Il existe des consultations, heureusement parfois, qui sont très rapides. Heureusement, mais c'est quand même pas la majorité, hein. Je passe mon temps à dire que la consultation la plus rapide qu'on ait, c'est l'infection urinaire de la femme jeune, Mm. parce qu'elle a une autonomie avant d'aller aux toilettes qui doit être de 10 minutes, et que, alors, de la femme jeune qui n'a pas de problème de santé et dont on a le dossier, parce que comme ça nous permet déjà de gagner beaucoup de temps, parce qu'on a déjà tout son dossier médical avec toutes les allergies, les intolérances, les traitements courts, donc ça va très vite de ce côté-là. Et c'est vrai que là, on peut descendre largement la moyenne de la consultation, tout en faisant un boulot complet et de qualité, mais mis à part ça, un quart d'heure, c'est court déjà, c'est Ouais. court. C'est court. Oui, et puis comme vous dites, expliquer. Enfin, moi, j'ai été votre patiente, je vois comment vous avez pris en charge mes proches, etc. Rien que dans la façon de mettre à l'aise le patient pour un examen, d'expliquer la prise de pilule, par exemple, ou... Enfin, ça vous prend déjà du temps, même de se poser avec son patient, en fait. Ben oui. Après, il y a peut-être d'autres manières de le faire. J'en connais pas d'autres, hein, je ne sais pas comment on pourrait Mm. faire, mais voilà, oui, je pense que c'est ça notre métier. Je pense Mm. que c'est ça. Et c'est ce qui fait aussi l'adhérence de vos soins aux patients, finalement. J'espère que ça les rend Mm. justement plus adhérents Mm. et plus aptes à suivre leur traitement Bah au long oui, cours. enfin, je pense. J'ose espérer. Bah, je pense que les gens sont doués d'intelligence. Après, ils n'ont pas la science infuse, hein, et ils savent pas tout, même s'ils savent beaucoup de choses. Et de les accompagner pour mieux comprendre. Et puis vous savez, quand on a un nouveau diagnostic, une nouvelle maladie, parfois c'est compliqué à accepter, à digérer, hein. J'ai eu le cas d'un patient diabétique jeune dernièrement. Il a fallu 2-3 consultations pour arriver à un certain degré d'acceptation. Mm. L'anecdote, ils veulent qu'il allait chercher des informations sur Internet pour nourrir ce qu'il souhaitait entendre, et ce qui n'était pas l'arrêté, c'est qu'il allait pouvoir arrêter les traitements. Euh, voilà, et il a fallu du temps pour retirer cette petite bombe à retardement qui était qu'un jour il stoppe ses traitements et qu'il se retrouve à être hospitalisé pour une acidocétose. Donc après on verra sur le long cours, hein, ça fait que quelques mois qu'il est diabétique, mais son discours a complètement changé. Il a fallu 3 consultations pour arriver à un certain degré d'acceptation de cette pathologie chronique qu'il va avoir toute sa vie maintenant. Il va falloir qu'il apprenne à faire. D'ailleurs, il y a eu plusieurs époques, hein. Il y a eu la première période où il voulait arrêter les traitements. Et après, la deuxième où il se faisait des contrôles de son taux de sucre 15 fois par jour. Donc, et là, alors, ce qui est marrant, c'est que je l'ai vu hier, ce patient. Et il était très fier de m'annoncer que maintenant, il ne faisait quasiment plus aucun contrôle et qu'il écoutait son corps et qu'il avait confiance, qu'il avait compris qu'il n'avait plus besoin de faire autant de... Donc voilà, 3 consultations avec beaucoup de questions. On peut se dire qu'en quelques mois, on y est arrivé. Ouais. Voyons voir ce que ça donnera dans quelques années. Oui. Mais pour l'instant, ça passe. Et du coup, on a abordé le sujet tout à l'heure, mais au niveau de la vie personnelle, ce métier que vous vivez avec passion, je pense, comment vous êtes organisé, comment, bah voilà, vous êtes père, comment... Alors, je suis père, mais je suis un vieux père maintenant, donc maintenant j'ai des enfants autonomes qui sont même plus à la maison. Certains sont même très 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 loin parce qu'ils sont à plusieurs milliers de kilomètres de la maison. Donc j'ai plus ça. Je pense que mon entourage proche a compris, mais il le savait dès le début, donc que je vivais ça de manière intense et que ça serait compliqué, que ça serait peut-être m'amputer de quelque chose que de ne plus le faire comme ça. Je continue à dormir peu, même si je dors moins peu qu'il y a quelques années. Et puis les jours où je ne travaille pas, je suis très disponible pour mon entourage. Donc là aussi, je pense qu'on arrive sur quelque chose de qualitatif. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont présents physiquement, mais qui sont devant la télé toute la journée. Moi, quand je suis présent, nous faisons des choses ensemble, mais voilà, je ne suis pas non plus dans mon coin. Donc voilà, je table là-dessus et j'espère que ça convient à mon entourage. Mais j'espère aussi diminuer mon activité. Je vais y arriver pour les 60 ans. Je vise pour les 60 ans. Je suis en train de mettre en place différentes choses au cabinet pour que ça puisse se faire sans que ce soit délétère quant à la prise en charge des patients. Nous avons au cabinet depuis maintenant 6 mois, un peu plus de 6 mois, une médecin de Juva. Donc c'est un médecin qui est médecin mais pas encore docteur en médecine car elle n'est pas thésée, qui a donc un statut de remplaçante mais elle est adjuva, c'est-à-dire qu'elle a le droit de travailler en même temps que le titulaire, ce qui est exceptionnel, qui est une autorisation trimestrielle qui est reportée tous les trimestres, donc qui demande un renouvellement tous les trimestres, ce qui permet d'augmenter l'offre de soins. Nous avons cette autorisation parce que nous sommes en zone très déficitaire en médecins.
Ça permet également à ce jeune médecin, quoi, à cette jeune médecin, parce que c'est une jeune femme, de continuer à travailler avec nous, d'être thésée et pourquoi pas d'envisager ensuite une collaboration libérale. Nous avons également, donc j'en ai parlé tout à l'heure, une infirmière en pratique avancée qui met dans le suivi des patients chroniques. Donc bon, c'est restreint aux cardiopathies et au diabète, mais ça représente beaucoup dans mes patients chroniques également. Ce qui me permet que les patients soient toujours bien suivis, puisque nous marchons vraiment sur le même rythme, très bien suivis sans que ça soit forcément que par moi. Nous travaillons sur le même logiciel. Bon, c'était un gros travail de préparation, hein, pour se mettre en phase. Et pour l'instant, ça a commencé également 6 mois et ça porte bien ses fruits. Les patients sont satisfaits et j'ai vraiment l'impression que le suivi est de très grande qualité également. Donc c'est essayer de réduire ma présence, d'être moins indispensable auprès de mes patients, tout en maintenant un certain degré de qualité. Mm. Donc pour l'instant, ça marche. Est-ce que ça portera ses fruits suffisamment pour me permettre de libérer plus de temps? Réponse dans quelques mois. Et de pas faire l'inverse et de se dire je me libère du temps pour plus de Pour rencontrer plus de patients. patients. C'est compliqué. Oui, j'imagine qu'on est dans ce cycle-là pendant longtemps, c'est des réflexes à désapprendre en fait. Exactement. Mm. Même si je reste sur le fait que je ne refuserai pas des patients du village. Mhm. Oui, ce que je peux comprendre aussi. En espérant que le village n'ait pas d'habilité à trop grossir. Oui. Parce que ça construit pas mal, hein. Oui. Ça construit pas mal. Ah bah on croit, hein, tout Ah croit, ouais. donc... Ah, c'est énorme, c'est énorme. Mm. Bon, de toute façon, il y a un moment, hein, j'arriverai à une limite et je serai obligé de refuser, hein. C'est ma ligne pour l'instant. Cette Mm. ligne peut être amenée à changer parce que de toute façon, il y a un moment, être médecin traitant de patients qu'on ne peut pas voir ou qu'on traite mal et qu'on est obligé de revoir trop souvent, je vois pas l'intérêt. Mm. Donc voilà, j'essaie de m'adapter. Je crois qu'en 16 ans, on en est à peu près à la troisième ou quatrième version de notre organisation de cabinet qui se modifie par rapport à l'amplitude du travail que nous avons réalisé. Euh, on sera certainement encore amené à changer. Mm. On verra. Mais c'est de l'évolution, c'est du C'est de challenge, l'évolution. c'est... Ah ben, on est bien obligé, hein, de toute Mm. façon. Si on veut vraiment. Soit de choses, une fois après, on se ferme, ce qui est une solution, et je peux la comprendre, hein, on se ferme à ce qui se passe à l'extérieur et on reste concentré. Travailler plus vite, je pense pas qu'il y ait un seul praticien qui soit heureux de faire ça. Mm. Déjà, on trouve que c'est déjà limite en niveau timing. D'aller plus vite, non. Quand je parle avec mes confrères, hein, que je suis amené à rencontrer régulièrement, c'est pas un souhait du tout de la part des confrères. Ah non. Pas du tout. Voilà. Même si, est-ce que là c'est une petite anecdote qui est marrante, j'aurais bien voulu trouver l'auteur de ces phrases. Il y a une vingtaine d'années, avant que j'arrive ici, il y avait un ministre de la Santé, me semble-t-il, ou un délégué de la Santé, un ministre délégué, qui avait dit qu'en fin de compte, si les médecins passaient plus de temps avec leurs patients, il y aurait moins de prescriptions et moins d'arrêts de travail. En gros, moins de prescriptions de médicaments, d'examens, Mm. etc. Et il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais plus qui est l'auteur de cette phrase, il dit mais non, on ne manque pas de médecins, c'est que les médecins passent trop de temps avec leurs patients. Donc on voit bien l'opportunisme des réponses, qui sont des réponses faciles, des petites phrases punch comme ça pour expliquer tout à la population, et bien sûr reporter de la responsabilité sur les effecteurs. C'est comme quand on passe notre temps à gueuler après les grévistes, mais on gueule après ceux qui sont présents et qui sont en général les non-grévistes. C'est un peu ce que nous vivons maintenant, en fin de compte. Et comme je dis encore, comme je dis tout à l'heure, hein, les ministres passent et moi je suis encore là. Donc voilà, mais ils ont tous leur petite idée magique pour aider la médecine. Et malgré tout, messieurs, je vous rappelle que nous sommes en sous-effectif. Pendant des années, il y a eu un numerus clausus avec des calculs très savants au nombre d'étudiants prêts qu'il fallait former, pour se retrouver avec un marasme complet qui était annoncé depuis 1992, car depuis 1992, je m'intéresse à la démographie médicale, et depuis 1992, on sait que ça serait compliqué vers 2010-2015, et c'est ça, hein, sur Compiègne, 2011, ça commençait à être difficile, 2015 compliqué, 2021, la catastrophe. Une catastrophe, en 2021, 11 départs de médecins, pour raison de santé ou pour raison de retraite. Et des médecins qui ne sont pas partis à 62, 64 ou 65, hein. Des médecins qui sont partis entre 67 et 70. Donc voilà. Donc malgré tout leurs calculs savants, on n'est pas du tout dans la situation dans laquelle on est censé être. Donc je suis un peu moqueur, j'en veux à personne, si ce n'est que peut-être nous ne sommes pas assez écoutés. Et maintenant, je vous dis, on nous sort des phrases choc. Maintenant, les médecins passent trop de temps avec leurs patients. Je ne sais pas quelle image ils ont de la médecine. Je ne sais pas quelle image ils ont de la médecine générale. Je ne sais pas. Je dois avouer que je m'interroge beaucoup. Ouais. Oui. J'ai beaucoup de questions mais pas beaucoup de réponses en la matière. J'en suis désolé. Je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est intéressant de le demander. Très souvent, les gens qui prennent des décisions sont des gens qui sont dans des grandes villes universitaires, qui ont été les dernières villes touchées par le manque de médecins.
Ils ont beaucoup plus de spécialistes que chez nous, en province, dans la petite ville de province, et ils ont globalement plus de médecins généralistes, ce qui commence à être moins vrai sur Paris quand même. Ouais. Mais pareil, je regarde les différents documents qui sont refaits tous les ans par le Conseil de l'Ordre. Il y a une cartographie qui est faite tous les ans par le Conseil de l'Ordre. Bon, le document est assez costaud, donc je n'ai pas la prétention de tout lire, mais il y a une vraie différence significative. Et pour information, dans l'Oise, selon les études et selon les années et selon les critères et les chiffres, nous sommes en dehors des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer, on est dans les 3 ou 5 derniers départements en termes de richesse en médecine générale. Mm. Voilà, le problème est rendu. On se rend bien compte que c'est compliqué. Donc c'est peut-être aussi compliqué de se rendre compte de ce qui se passe en province quand on est dans un secteur où on peut trouver un rendez-vous sans aucun problème le matin pour l'après-midi avec un généraliste et quasiment du jour au lendemain pour un spécialiste. Ici, les délais de prise en charge par un ophtalmo actuellement sont de l'ordre de 6 mois, quand c'est largement inférieur à 15 jours à Paris. Mm. Voilà, il y a un rapport de 1 à 12. Comment peut-on comprendre dans ce cas-là que ça soit un peu la panique de chez nous? Faut-il faire 80 km systématiquement pour voir un spécialiste? Certains de mes patients font du tourisme médical. Ils vont se rendre dans les villes universitaires pour avoir un délai honorable pour leur prise en charge. Et ça se comprend. Mais tout le monde n'a pas les moyens physiques et financiers de le faire. Et aujourd'hui, vous, face à ce... En fait, c'est un environnement extérieur qui Oui, impacte votre pratique. complètement, oui, au quotidien. Mais ça, c'est Ouais. vraiment un vrai problème du quotidien, oui. Comment vous arrivez à... Enfin, parce que, en tout cas, de mon point de vue personnel, quand on vous consulte, on ne sent pas cet épuisement, en tout cas. Enfin, moi, je trouve qu'on vient vous voir, on est plutôt dans cette posture de... étant les patients et de se dire, voilà, il est en force de nous Eh aider. ben, c'est gentil de me dire ça, que ça ne se voit pas parce que je le Ouais, vis je mal. Ouais. Comment on le vit mal, perte de temps, perte de chance, des coups de fil, des mails. Il y a un moment, oui, c'est vrai qu'à cause de ça, un travail administratif indispensable dont je me passerais bien. Mhm. D'envoyer des mails à droite à gauche. Et du coup, malgré tout ça, qu'est-ce qui vous plaît et qui vous fait vous lever le matin et que vous continuez ce métier Je pense comme beaucoup de personnes, une nouvelle journée, des nouveaux cas, et j'espère arriver à apporter une fois plus des réponses, des solutions et du réconfort aux gens. Donc voilà, je me nourris à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire pour conclure cet épisode? J'espère que ça va quand même s'améliorer globalement, aussi bien pour nous les praticiens que pour les patients, parce que là on a beaucoup parlé des praticiens fatalement parce que c'était moi qui étais interviewé, mais il y a beaucoup de patients qui sont en souffrance à cause de tout ça. C'est-à-dire que quand les praticiens ne sont pas bien, quand ils sont débordés, fatalement on a en face de nous des gens qui vont encore moins bien. Donc ça, c'est délétère sur la santé des compatriotes. Un mot très à la mode en ce moment. Très à la mode. Très à la mode, mais c'est vrai que ça se ressent sur nos patients. C'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'il ne se passe pas une consultation sans que les gens me fassent part que c'est compliqué pour eux de se soigner, que c'est compliqué d'attendre. Elles me disent « Ah, j'ai enfin le rendez-vous !» Vous savez, le rendez-vous pour lequel on avait fait un papier il y a 6 mois. Voilà. Donc voilà, on sent un peu de lassitude. Et j'ai vu plusieurs patients décrocher à cause de ça. Décrocher de leur suivi. Et après, c'est 2 fois plus de boulot pour les récupérer. Et je continue à dire qu'à nous pousser à travailler plus et plus vite, nous allons finir par faire des grosses conneries. Et on va finir par casser du patient. Ce qui n'est quand même pas le but d'un soignant. Qu'est-ce que vous dites à vos internes qui viennent en stage et Je n'ai plus d'interne, je suis plus maître de stage. Ah. Non, je ne peux pas être partout à la fois. Ouais. J'ai adoré cette période. J'ai adoré de voir les jeunes. Je pense que j'essaie de leur montrer le bon côté de la profession, j'ose espérer. Actuellement, l'adjuva qui travaille avec nous est une de mes anciennes stagiaires. Et elle garde un bon souvenir du stage, puisqu'elle continue à venir ici, donc c'est bon signe. Mais elle m'avait dit en effet qu'il y avait beaucoup d'énergie positive et qu'on essaie de cultiver ça. De toute façon, je ne vais pas révolutionner la médecine en général, je vais essayer de révolutionner la médecine dans mon cabinet. Je vais m'arrêter à ça, pour que ce soit bien, aussi bien pour nous que pour eux. Eux, je veux dire les patients. Donc les internes, les étudiants que vous avez vus ne repartent pas dépités? Ah non. Ah non. Je dirais même le contraire, c'est que j'en ai 2 qui voulaient arrêter la médecine. Et quand elles sont parties ici, alors il y en a une, elle était externe, elle a choisi en sortant d'ici de faire médecine générale, alors qu'elle voulait arrêter. Elle était en 5e année. Et j'en ai une qui était donc en 7e année, donc déjà interne en médecine générale, et qui était mais complètement lessivée, complètement... Ouais, d'ailleurs, quand elle est venue, elle avait des poches sous les yeux, c'était impressionnant. Et elle a découvert qu'il y avait une autre manière de pratiquer la médecine qui était passionnante.
Je pense qu'on a aussi beaucoup de bombes à retardement dans nos consultations et qu'il faut surtout les regoupiller très rapidement pour que les gens ne soient pas que dans la plainte et la complainte qui ne servent à rien, qu'on puisse être dans un travail actif. Il faut être à la fois dans l'écoute, mais peut-être aussi être capable de leur vendre une alternative à des discours maussades et essayer de trouver, comme toujours, une réponse et pas forcément une solution. Ok. Comment on fait pour ne pas être dans la réponse maussade et... Se concentrer sur les belles choses. Mhm. Il y en a plein. Et pas que pour la consultation. Il y a aussi une belle vie à côté, quoi. Malgré tout ce qu'on entend à travers les infos, on a quand même une belle vie. Maintenant, il faudra savoir peut-être cultiver ça. Mhm. Mais j'ai l'impression que vous êtes bien armés. C'est marrant parce que je te vous vois maintenant. Parce qu'il y a un micro. Il n'y a pas de micro, j'aurais continué à te tutoyer. Ok. Oui, parce que c'est vrai que tous ces problèmes dont vous parlez là dans l'épisode, c'est presque démotivant aussi dans un certain sens, et qu'on perd un peu cette idée, et ce que vous défendez aussi quand même, de la beauté du métier, de ce que ça nous apporte en tant que même personne, d'être auprès de ses patients. Et des fois, ça peut être démotivant, en fait. Mais c'est vrai que peut-être en parler fait qu'on met en avant plus ce qui ne va pas, ouais. que globalement ça va, et puis je pense que aussi quand je suis en consultation, je me concentre plus sur ce que je peux faire, et pas ce que je ne suis plus capable de faire. Je ne vais pas dire qu'il m'arrive pas de râler en consultation, ça serait faux. Ça peut m'arriver quand je dois faire pour la énième fois un courrier qui n'est plus à jour parce que le patient n'a toujours pas rendez-vous. Mais bon, globalement, on arrive encore à s'en tirer, même si c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué. Ça c'est vraiment, ça c'est compliqué. Ouais. Mais normal. Oui. Quand vous devez gérer 800 patients, que vous devez en gérer 2400, fatalement, c'est plus la même charge. Ouais. Quand vous avez 50 diabétiques et 250 diabétiques, je prends le diabète parce que c'est vraiment la pathologie par excellence où il y a beaucoup de surveillance à programmer. Oui, c'est vrai que, bon, même si je suis assez rodé, ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc, mais ça reste passionnant. Et ce qui est très amusant, c'est également de suivre plusieurs générations. C'est passionnant. Ouais. C'est très très intéressant. Oui. Non, et de voir l'évolution, de voir ceux qu'on a connus enfants ou adolescents et venir quand ils sont parents. C'est très amusant. Et là, on se prend une sacrée claque. Oui. Mais c'est passionnant. Oui. Bon, merci beaucoup. Mais je t'en prie, à ton service. C'était hyper intéressant. Ça va. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. De mon côté, j'étais très contente de retrouver mon ancien médecin traitant et de pouvoir discuter un petit peu des aspects de la pratique de la médecine générale avec lui. Pour monter cet épisode, j'avais déjà écouté un podcast un petit peu en amont qui m'a beaucoup intéressée. C'est un podcast qui s'appelle 8h-20h de Clara Augier, qui est une interne en pédiatrie, si je ne dis pas de bêtises. Elle avait interviewé Romane et Sophie, qui sont des internes en médecine générale et qui présentent un petit peu plus les aspects pratiques de l'internat de cette spécialité. Donc voilà, c'est sur des sujets un peu plus pratico-pratiques et elles présentent leur spécialité. Donc je vous redirige et je vous invite vraiment à écouter ce podcast si cette spécialité vous intéresse, parce que du coup c'est des aspects un petit peu plus pratiques en fait, sur la spécialité. Donc je vous laisse sur ce prochain épisode-là, et c'est un podcast très intéressant sur les spécialités de la médecine aussi. Donc j'espère qu'il vous plaira comme le mien, s'il vous plaît, le mien. Voilà, très, très bonne écoute pour ce prochain épisode, et puis nous, on se retrouve dans un mois pour la suite. À bientôt.